Participants. Donc, vous êtes 117 et vous venez parfois de loin, puisqu'on a des personnes qui viennent du sud et même de l'île de la Réunion. Ok. Alors, comment se fait-il? Normalement, je dois pouvoir voir là. Ouais, excusez-moi, je vais devoir arrêter le partage pour essayer de reprendre la main sur la diffusion du support. Peut-être on peut commencer par présenter rapidement nos intervenants. Donc, si vous voulez vous présenter brièvement sans dévoiler le reste du webinaire, on va proposer à M. Le Cornec et M. Bruyère dans un premier temps, et puis ensuite à M. Brando et M. Seguin, si vous le voulez bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y. Très bien. Bonjour à tous. Déjà, je remercie le CREAI, l'ARACT et puis l'OPCO Santé de nous avoir permis de venir témoigner. On le fera de façon très, très humble, mais plaisir en tout cas de partager notre expérience de ces derniers mois ou de ces 2 dernières années. Donc moi, je me présente, je suis Gaël Le Cornec, adjoint de direction sur le pôle Caraman à Quimper de l'Association des paralysés de France, France Handicap. Merci. Monsieur Bruyère, vous prenez la suite? Oui, alors je m'associe aussi aux remerciements. Et alors moi, je suis stagiaire du coup au sein du pôle Caraman APF France Handicap. Et alors je suis en master 2 santé publique à l'EHESP, du coup à l'école des hautes études en santé publique. Et mon stage au sein du pôle Caraman s'inscrit dans ce cursus de formation. Voilà. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Seguin et Monsieur Brando, juste pour quelques mots de présentation. Bonjour et merci également pour la demande de participation. Je suis Mickaël Brando, directeur général adjoint activités et projets de l'ADAPI 35. Bonjour, et à mon tour de dire merci. Je suis Marc Seguin, responsable du champ de travail, insertion, formation tout au long de la vie à l'ADAPI 35 sous la marque Produits en Utopie. Parfait, merci beaucoup. Donc, je peux reprendre le fil de notre diaporama avec en premier lieu pour un peu identifier votre profil, ce premier sondage qui doit, que vous allez voir apparaître. Il s'agit de nous indiquer quelle fonction vous exercez au sein de votre structure. Je vous laisse répondre et je partagerai tout à l'heure les résultats. En tout cas, les participants commencent et continuent à augmenter puisque nous sommes rendus à 135 participants, ce qui est plutôt bien pour ce début de semaine, pardon. J'ai à nouveau perdu mon... Ah non, je vous laisse continuer à répondre un peu. Juste pendant ce temps, vous indiquer quelles sont nos intentions partenaires avec ces webinaires. Hein. C'est vraiment d'identifier vos besoins et construire des éléments pour y répondre, de valoriser aussi vos expériences et pratiques professionnelles. C'est vraiment l'idée de s'asseoir sur vos expériences, votre expertise et de les essaimer, de les diffuser et puis d'accompagner aussi ce qu'on appelle dans le jargon médico-social la transformation de l'offre. Donc, je vais mettre fin au sondage. Vous êtes 110 à avoir répondu. Vous êtes essentiellement en responsabilité de direction ressources humaines, je vais le partager, responsable de service, des professionnels de l'accompagnement aussi en assez bon nombre. Voilà, quelques stagiaires également. Merci beaucoup. Alors,
J'ai un petit décalage dans l'affichage. Voilà, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce 3e webinaire du cycle que l'on a construit sur cette année 2022 autour des transformations au sein des établissements. Comment co-construire avec les professionnels. On avait, et dans l'ensemble de nos webinaires, à chaque fois, on ne définit pas forcément de quelle transformation on parle. Elles peuvent être d'ordre organisationnel, ou liées aux espaces et outils de travail. En tout cas, on sait combien la conviction de faire participer les professionnels pour une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure qualité de l'accompagnement en écho, en parallèle, est présente. Toutefois, on se rend compte aussi les uns les autres de nos fenêtres, que ce soit la RACT, le CREAI ou l'OPCO Santé aussi, que ce n'est pas forcément évident de passer de l'intention, de la conviction à la pratique. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en exergue aujourd'hui, ce sont justement des exemples d'actions pour se projeter dans cette participation et co-construction des transformations. Donc, au programme, on va donner la parole plus largement, évidemment, aux témoins. À nos témoins. Et puis, on vous proposera un échange avec les témoins autour de 3 questions. Là aussi, la même structuration de nos webinaires. Et puis, on terminera avec un partage de points de repère sur, pardon, ce ne sera pas sur l'attractivité, il y a une petite coquille sur la question de la participation, des points de repère que nous partageons avec l'OPCO Santé, la RACT Bretagne et le CREAI. Avant de laisser la parole à nos témoins, on souhaitait aussi vous sonder et on vous propose un petit sondage, pour le coup, par le biais de la fonctionnalité questions et réponses ou Q&R qui se trouve aussi dans votre barre de fonctionnalités en bas ou en haut de votre écran. Cette fonctionnalité vous permet d'être anonyme si vous souhaitez rester anonyme plutôt que le fil de discussion. Et donc, la question est la suivante. Dans votre structure, dans quelle transformation des professionnels sont-ils impliqués? Et si vous voulez nous dire en quelques mots comment ces professionnels sont impliqués, eh bien, avec plaisir, ça nous permettra de rebondir aussi sur ce que vous allez nous donner à voir. Je vous laisse la parole maintenant, nos témoins. Voilà, vous avez déjà donné vos noms, fonctions, et on va aller un petit peu plus loin en précisant justement quelles sont vos structures. Donc, je vous laisse la parole, Gaëlle, dans un premier temps, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Très bien. Très bien. Je vais vous présenter sur la slide, vous allez voir. Donc le pôle Caraman de l'Association des paralysés de France, donc handicap, est situé à Quimper. Il s'articule autour d'un foyer de vie de 20 places et d'un SAVS habitat regroupé comprenant 13 appartements, d'un accueil de jour de 10 places, et on intervient auprès d'adultes qui présentent principalement des troubles locomoteurs. Alors, depuis peu, c'est-à-dire depuis le mois de mai 2022, nous expérimentons la mise en œuvre d'une plateforme de répit et d'accompagnement à la vie sociale. Celle-ci propose une palette de prestations modulables, séquentielles, en lien avec des demandes de répit pour les aidants, de rupture de l'isolement ou de soutien à la vie sociale pour des personnes qui vivent à domicile. Alors, ces prestations se font exclusivement en soirée, à partir de 17h et jusqu'à minuit le week-end, tous les soirs de la semaine. Donc, l'objectif est vraiment de proposer, dans une logique de subsidiarité, une réponse à des besoins et attentes des personnes concernées qui, aujourd'hui, ne sont pas couvertes par les secteurs, on va dire, spécialisés à domicile, ni par le droit commun. Donc, c'est une nouvelle plateforme, c'est une expérimentation qui devrait durer environ 3 ans. Et puis, elle préfigure aussi l'idée de notre projet de réécriture du projet d'établissement et comment on va passer d'une offre de service à une offre de parcours. Voilà. Donc, c'est simplement la présentation du pôle Caraman. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, messieurs Seguin ou Brando, pour la présentation de votre structure. Oui, alors, notre présentation va porter sur la démarche d'un projet stratégique travail-insertion. Donc, je fais une présentation générale de l'association ADAPEI 35, donc une association loi 1901 basée en Ille-et-Vilaine,
Nous accompagnons 2700 personnes dans ce département et nous salarions 1600 salariés. Nous sommes organisés autour de 3 champs d'intervention: habitat, vie sociale, foyer d'hébergement, foyer de vie, maison d'accueil spécialisée, enfance-adolescence, donc les IME et des CESAD, et également nous avons 6 ESAT dans lesquels nous employons 1100 travailleurs en situation de handicap. Et comme l'a dit Marc tout à l'heure, nous avons une marque qui s'appelle Produits en Utopie solidaire et performant, qui a été travaillée avec des salariés et des personnes en situation de handicap et qui est désormais la marque que commercialisent les ESAT de l'ADAPEI. Alors, donc, on a un projet associatif et ça va toucher un petit peu le contenu du projet qu'on va vous présenter, qui a été travaillé de manière participative. On a 1300 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet associatif par le biais de questionnaires, par le biais de focus group mélangeant des salariés, des personnes en situation de handicap et des familles. Et ce projet associatif décline plusieurs thématiques dont on parlera tout à l'heure. Et on a souhaité décliner la méthode de participation de ce projet associatif dans l'ensemble des projets que l'association mettra en œuvre dans les années futures. Très bien. Merci beaucoup. Alors, à la question que je vais vous poser aussi à vous en tant que témoin, mais qu'on a pu poser aux spectateurs, sur justement à quelle occasion vous faisiez participer les professionnels. On a sur l'amélioration des conditions d'exercice, notamment dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, avec la nomination aussi d'un référent qualité. Ça participe aussi de cette construction collective, des groupes de travail, qualité de vie au travail, des questionnaires qualité de vie au travail qui sont transmis à l'ensemble des salariés avec demande de propositions pour réaliser un plan d'action autour de groupes de travail intégrant des salariés dans divers services. Voilà quelques suggestions. L'enjeu aussi d'une transformation de paradigme pour passer d'une gestion de l'offre et de la demande vers une logique de l'aller vers les personnes concernées sont aussi indiquées en termes d'implication dans le choix de certains outils liés à la digitalisation, notamment dans des groupes de travail aussi transversaux, notamment liés à la gestion de la charge administrative ou aux pratiques aussi d'intégration et à la philosophie d'accompagnement des résidents. Et ça, c'est dans le cadre d'un EHPAD. Merci beaucoup pour ces exemples. Et donc, je m'adresse du coup à nos témoins pour vous demander justement dans quelle transformation votre structure est actuellement engagée. Et je vous laisse la parole, messieurs de l'ADAPEI. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'un projet associatif qui impliquait une participation très large. Et nous avons décidé de dérouler des projets stratégiques de champ. L'idée étant de dire que l'association pilote un certain nombre d'établissements et doit coordonner cette stratégie en identifiant ce que doit être l'IME de demain, ce que doit être les AD de demain. Et on a mis en œuvre pour le projet stratégique travail insertion une démarche de participation générale en se disant que le projet associatif ayant 1 an et demi, on allait commencer à l'élaborer 3-4 mois après, étant donné les transformations dans lesquelles on voyait les ESAT s'engager. Alors, l'idée, c'est, comme toutes les organisations, c'est d'amener du sens, parce que je pense que la question du sens au travail, elle est quand même très, très importante. Elle vient traverser l'ensemble des entreprises et particulièrement le champ associatif, le champ des établissements pour personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'était d'amener du sens, faire comprendre nos enjeux aux salariés, amener aussi du sens pour les personnes accompagnées et les faire participer dans le cadre de l'élaboration des stratégies parce que ça les touche particulièrement. Et les transformations dans lesquelles nous sommes engagés, on a mis une démarche inclusive raisonnée, dans le sens où on pense que la démarche d'inclusion, elle doit nous permettre d'aller vers le milieu ordinaire, si tant est qu'il y a 2 milieux différents, le milieu ordinaire et non ordinaire, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'idée, c'est de poursuivre la démarche d'inclusion raisonnée et d'approfondir les questions autour de l'émancipation, de l'autodétermination, de la capacité de la personne à choisir,
de la capacité de la personne à s'autoréguler, à prendre des décisions de sa vie pour elle-même. Et comme le dit récemment d'ailleurs le dernier rapport Pifto, si on ne donne pas la capacité aux salariés d'avoir des champs de liberté pour prendre des responsabilités, pour amener des projets, eh bien, on ne peut pas les mettre en condition pour accompagner des personnes en situation de handicap qui elles-mêmes souhaitent s'anticiper. Et en termes de changements importants, nous sommes également en cours d'une restructuration des fonctions de direction et des services du siège qui nous amène à avoir un fonctionnement matriciel pour accompagner les directions d'établissement, les éducateurs à mettre en place des organisations beaucoup plus apprenantes qui s'appuient sur les pratiques du quotidien. Par exemple, nous commençons à organiser de nombreuses réunions sur les territoires avec certains éducateurs, des IDE, des infirmières, pour identifier les bonnes pratiques, les diffuser et accompagner leurs pratiques. Les associations ont eu tendance, de manière générale, et la DAPEI 35, je la compte dedans également, à mettre l'accent sur la question organisationnelle plutôt que d'aller sur le cœur de l'accompagnement. Et donc, la DAPEI 35 a souhaité, dans le cadre de son projet associatif, aller pleinement dans l'accompagnement, dans l'identification de bonnes pratiques sur le terrain. Et donc, ça nous permet, par exemple, d'identifier 15 projets qu'on va accompagner dans les années à venir, qui émanent des équipes sur lesquelles elles nous demandent d'avoir un accompagnement spécifique. Alors, ça va il y a des choses très, très variées. Il y a un établissement qui souhaite organiser une troupe de théâtre. Il y en a un autre qui souhaite diffuser des outils d'évaluation de la douleur, etc. etc. Et l'idée, encore une fois, c'est de partir des pratiques professionnelles et dans l'idée de faire parler les éducateurs avec les éducateurs, les infirmières avec les infirmières, et puis d'avoir ce sentiment de descente de l'organisation et de la stratégie, mais bien que ce soit une stratégie qui soit à la fois descendante, mais qui s'alimente des réalisations de terrain. Marc, si tu veux. Bah, tu as tout bien dit. Comment dire, la transformation de l'offre en elle-même, elle n'est pas trop sujet à polémique dans les grandes lignes. Si on souhaite plus de parcours inclusifs, plus de participation sociale, etc., plus d'émancipation, tout le monde est d'accord. Après, ça effectivement réinterroge les pratiques professionnelles dans son fond, vraiment dans le sens. Et on part du postulat de bon sens que ce sont ceux qui font qui savent. Et ça, c'est la partie salariée. Et c'est ceux qui vivent les choses aussi qui peuvent le mieux l'exprimer. Donc, la partie, alors en l'occurrence pour le champ de travail, des ouvriers des AT. Après, comme le décrivait Mickaël tout à l'heure, quand on est à l'échelle de 1500 personnes, il y a certaines règles, certaines méthodologies pour permettre à tout à chacun de s'exprimer, de filtrer tout ça, de trier et puis de cadrer. Très bien. Merci beaucoup. Et je rebondis sur vos propos, Monsieur Brando, notamment. Hein. Effectivement, on évoque la participation et la co-construction des professionnels plus spécifiquement dans ce webinaire, mais c'est bien aussi en lien avec les enjeux de participation et du renforcement des droits des personnes concernées qui sont accompagnées par les professionnels. Donc, c'est bien dans ce chemin aussi parallèle qu'on s'inscrit. Et justement, ça fait le lien avec l'expérience que souhaite aussi nous témoigner l'équipe de l'APF, du pôle Keraman de l'APF. Je vous laisse la parole, Gaël. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, voilà, il y a une slide très, très, très générale, hein, mais bon, ça vous permet de cibler un petit peu tous les 4 étapes. Donc, on tombe vers la 4e, hein, mais on n'y est pas encore. Ça, et donc, je vais vous raconter un petit peu, là, en quelques minutes, un petit peu de comment on arrive à cette 4e étape. Donc, cette démarche globale et participative au pôle Keraman, c'est déroulé sur un temps long du fait de la crise sanitaire. Je pense qu'on y est tous passés. Hein. Donc, c'est depuis 2019 qu'on a entamé un petit peu cette démarche de transformation de l'offre de services. Et aujourd'hui, nous finalisons enfin l'écriture du projet d'établissement. Donc, en 2019, notre projet d'établissement arrivait à échéance et nous avons souhaité engager une démarche de réécriture de celui-ci
cette actualisation s'inscrivait dans un contexte aussi de réhabilitation de nos locaux qui est en cours, donc qui va aussi se saisir un petit peu de ces modifications pour faire évoluer aussi l'habitat des personnes que l'on accompagne et des souhaits qui sont émis par les personnes que l'on accompagne. Du coup, cette opportunité, ça a été pour nous de repenser complètement l'offre actuelle, en prenant en compte d'une part les évolutions des politiques publiques en faveur du handicap, fonctionnement en plateforme de services coordonnés sur un territoire, ou principe de subsidiarité, comme j'en parlais tout à l'heure, ou des réponses modulaires. Et d'autre part, c'était aussi les orientations de notre projet associatif APF France Handicap, Pouvoir agir et pouvoir choisir, qui se termine cette année et qui sera réactualisé l'année prochaine, et qui porte un projet d'intérêt général, celui d'une société inclusive et solidaire et pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, où la question des droits et de l'autodétermination de la personne concernée est au cœur de nos préoccupations. Alors pour, je dirais, mener à bien cette entreprise, nous avions conscience que la mise en œuvre de nouvelles pratiques plus inclusives et centrées sur les besoins des personnes concernées, surtout par ces temps contraints, c'est un processus qui s'accompagne et s'opère selon différentes étapes. Pour ce faire, nous avons, sollicité le CREAI en Bretagne pour définir ensemble une stratégie et un plan d'action pour appuyer la mise en œuvre de cette démarche et la réécriture du projet d'établissement. Nous avons fait appel à Alan Bruyère, ici présent, un stagiaire en Master 2. D'ailleurs, je le remercie de sa présence et de la qualité de ses interventions qui ont été précieuses, je dirais, pour nous, une équipe de direction. Dans ces temps contraints, on a vraiment apprécié parce que ça peut être aussi un des leviers pour accompagner, je dirais, ce changement quand on se lance sur une réécriture de projet d'établissement. Alors, comme préalable à cette réactualisation, nous avons souhaité entamer 2 démarches parallèles, comme vous pouvez voir sur la slide. C'est une étude de besoin et puis la révision des pratiques d'élaboration des projets personnalisés. Donc, en référence à un modèle économique et écosystémique du handicap, celui du modèle du développement humain, processus de production du handicap. Alors, toutefois, avant d'entamer ces 2 démarches, nous avons organisé un temps de sensibilisation des professionnels à l'évolution de la politique du handicap avec l'intervention du CREAI. Et en même temps, nous avons fait un temps de présentation et de réflexion autour du projet associatif, de ses valeurs, de ce grand principe, avec l'ensemble des professionnels et des personnes concernées. Donc, je reviens sur l'étude de besoin. Donc, cette première phase exploratoire que nous avons menée est celle de l'étude de besoin. Donc, l'objectif général de cette étude, en lien avec le contexte de transformation de l'offre de services, c'était de mettre en regard les attentes des personnes concernées ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire les personnes sur nos listes d'attente, ou même des gens qui vivent dans d'autres associations, donc avec nos partenaires. Et c'était aussi de mettre en perspective ces besoins et attentes avec les prestations proposées par le pôle Kéraman, en tenant compte des spécificités des personnes que l'on était susceptible d'accueillir ou que l'on accompagne actuellement. Et cette étude nous a permis aussi de formaliser des préconisations sur les évolutions à venir du pôle Kéraman, c'est-à-dire au niveau des prestations, de l'organisation des locaux en lien avec la réhabilitation. Alors, le résultat de cette étude, il a été riche d'enseignements pour nous, parce que ça confirmait le besoin de nous réinventer, de réinventer notre offre de services, y compris les personnes concernées qui y vivent depuis 20 ans, nous ont prouvé que l'habitat actuel ne répondait plus ou partiellement à leurs véritables attentes. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'on a pu mesurer grâce à cette étude. Et en effet, elles souhaitent plus de modularité, de singularité dans les réponses d'accompagnement à la vie sociale ou quotidienne. Et elles aspirent à une vie plus autonome possible à leur domicile, y compris dans un collectif, comme le souhait de pouvoir préparer un repas ou de laver son linge ou
à partir de son lieu de vie et non pas être dans une dynamique institutionnelle comme nous avions pu, je dirais, accompagner jusqu'à présent. En gros, de faire aussi évoluer l'habitat, c'est parce qu'on vit dans un collectif qu'on ne peut pas aussi individualiser et singulariser, je dirais, nos souhaits et nos besoins. Alors, c'est vrai qu'on a aussi donc questionné des personnes qui vivent sur nos listes d'attente, qui vivent déjà en appartement sur le bassin quimpérois, et elles constatent que leur vie sociale se retrouve fréquemment entravée du fait d'un manque de réponses possibles, que ce soit dans le secteur spécialisé ou le droit commun, pour des besoins afférents à une dynamique de vie sociale, qu'il s'agisse de déplacements, couchés sur des horaires non conventionnels, aide au transfert, on voit bien, alors Quimper c'est une petite ville, peut-être que sur des grandes métropoles, les choses sont un peu différentes, mais passé 20 heures, je dirais, l'intervention des services spécialisés s'arrête. Et souvent, des personnes que l'on accompagne, on constate que, en fonction de l'heure de la tournée, à 18h30, 19h, elles sont couchées. D'où l'intérêt pour nous aussi, on a répondu à cet appel à projet, de développer cette plateforme de répit, d'accompagnement à la vie sociale, en étant un petit peu innovant et permettant effectivement de continuer cette vie sociale au-delà de 18h et le vendredi, samedi, dimanche. Donc alors c'est vrai que ce qui ressort aussi pour les personnes qui vivent à domicile, c'est le sentiment de solitude aussi, et donc de ce besoin aussi de partager une vie sociale le soir. Alors, c'est vrai que cette étude de besoin est venue conforter l'idée de réinventer notre offre de services. Sur la slide, on a donc la deuxième phase qui consistait à améliorer la qualité de l'accompagnement, qui prend en compte ce changement de paradigme en favorisant l'adaptation des pratiques et en assurant la montée des compétences des professionnels. Et nous avons fait le choix de former les professionnels sur plusieurs journées au modèle de développement humain. Je ne sais pas si vous connaissez ce processus de production de handicap avec l'outil Lamavi qui vient mesurer les habitudes de vie. Donc, c'est un modèle qui est très, très pertinent. Et nous avons pu former déjà les professionnels sur plusieurs journées et présenter cette approche écosystémique du handicap auprès des personnes concernées à partir de groupes de travail. C'est vrai que notre souhait, c'était que la révision de l'écriture des projets d'accompagnement personnalisé soit encore plus personnalisée aux besoins des personnes concernées, notamment en accordant plus de place au point de vue et aux expériences de vie de celles-ci dans l'appréciation de leurs attentes et dans la prise en compte de leur habitude de vie avec pour objectif de favoriser l'autodétermination de celles-ci. Alors, quelques mots, le MDH-PPH, c'est un modèle universel qui est très pertinent et qui permet l'évaluation des besoins de la personne et la mise en œuvre personnalisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne place pas la responsabilité du handicap sur la personne, et ça c'est très important, et les facteurs environnementaux sont pris en compte à part entière. Donc ça c'est aussi un changement de paradigme, y compris pour nos professionnels. Et dans l'analyse des situations de handicap, il permet d'amplifier, je dirais, la dynamique inclusive. Aussi, l'appropriation de ce modèle a pour objectif aussi de permettre et d'anticiper la mobilisation des nomenclatures Séraphin-PH en adoptant une évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes concernées. Alors, c'est vrai que ce modèle a induit forcément une modification des pratiques chez les professionnels, une adaptation de nos outils, de nos circuits d'information et d'organisation du travail. À partir de ce changement de paradigme, de cette dynamique, de cette démarche participative et réflexive, il était quand même plus aisé pour nous d'entamer la réécriture du projet d'établissement. Et il était important à cette étape de favoriser la participation des professionnels dans l'optique d'une meilleure mobilisation. Alain Bruyère, en réponse à la deuxième question, présentera plus en détail la méthodologie, les modalités de cette démarche participative, innovante à nos yeux, et l'implication des parties prenantes. Ça va le... Je ne sais pas, encore deux minutes. Allez. Donc, c'est vrai que l'actualisation du projet d'établissement s'est fait en 4 étapes. Donc, la première a été de constituer un comité de pilotage qui avait pour rôle, avec l'ensemble des parties prenantes, d'exprimer les attendus vis-à-vis du projet du pôle
de valider la méthodologie globale de la démarche, de fixer les axes stratégiques pour les 5 années à venir et de valider in fine la version finalisée du projet de pôle. La deuxième était d'opérer une phase exploratoire aussi avec des entretiens auprès des différents partenaires, ce qui permettait de savoir quelle projection des acteurs quant au pôle d'opération de demain, quelles prestations, quelle organisation, quelle articulation avec leurs propres services nous pouvions faire. Donc ça, ce n'était pas inintéressant aussi comme procédé. La troisième étape a été d'organiser des visites de sites permettant des pratiques inspirantes. Et ça s'est fait avec des groupes mixés, professionnels et personnes concernées. Bon, Alan aussi en dira un petit peu plus dans la deuxième. Et puis enfin, la quatrième partie, effectivement, c'était la constitution d'un groupe de travail thématique pour co-construire à nouveau ce projet. Alors, pour conclure mon propos, la visée de réécriture du projet d'établissement était d'opérer la transformation de l'offre de services avec l'ensemble des parties prenantes, pour enfin 4 autorisations juxtaposées, permettant une mutualisation des fonctions support à un pôle, à une plateforme support à la dynamique de parcours en fonction des besoins et attentes des personnes concernées par le biais de prestations portées par les services du pôle. Comme évoqué au début de mon intervention, nous finalisons actuellement l'écriture du projet. Nous notons que les parties prenantes s'impliquent et s'emparent des enjeux de cette transformation. Dans les mois et les 5 ans à venir, nous serons dans la phase de réalisation de ce nouveau projet. Nous sommes impatients d'y être. Déjà présent que la co-construction du projet d'établissement a permis de faire émerger une culture commune et des valeurs fortes et partagées. Et la mise en œuvre de ce dernier sera pilotée par le comité de qualité dès la rentrée prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette explication déjà bien détaillée. On voit bien qu'effectivement, le départ, l'intention de départ, c'était en tout cas le projet de départ, c'était l'actualisation du projet d'établissement et finalement que vous avez étayé aussi avec des étapes préalables. Je pense notamment à ce temps institutionnel aussi pour travailler avec l'ensemble de l'équipe et puis après sur des outils précis. En l'occurrence, effectivement, vous avez mobilisé la Mavi. Je pourrais en mettre, je mettrai dans le support 1 ou 2 slides pour présenter cet outil qui peut peut-être intéresser aussi nos spectateurs. Je reviens juste avant de passer à la deuxième question. Il y a 2 mains qui se lèvent. N'hésitez pas à poser vos questions plutôt via le questions et réponses. Et justement, sur le questions-réponses, et là, la question s'adresse plutôt à Monsieur Seguin et Monsieur Brando. On parle d'une démarche, vous parlez d'une démarche collaborative. Est-ce que cette démarche est propre à l'ADAPI 35 ou encouragée, suggérée au niveau national par l'UNAPI? Alors non, là c'est au niveau de l'ADAPI 35 que nous avons fait la démarche et c'est aussi en lien et en rapport direct avec le précédent projet stratégique qui était de mémoire 2015-2020 où il y a eu un retour d'expérience et puis de toute façon il y a la transformation de l'offre, mais il y a l'évolution du secteur économique, il y a les enjeux RSE, la population accueillie évolue aussi. Donc, c'est une initiative face au changement du monde, du secteur. Très bien, je vous remercie. Je te laisse la parole, Caroline. Alors, pour les personnes qui avaient les mains levées, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est plus simple peut-être pour nous de faire le relais entre 2 témoignages pour qu'on puisse apporter peut-être des réponses, en tout cas à vos interrogations. Donc, merci à messieurs, puisque nous n'avons pas de mesdames en témoin. Merci à ces messieurs pour cette première question. Donc, vous nous avez indiqué dans quelle transformation votre structure s'est engagée. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment s'est engagée la participation professionnelle dans ce processus de transformation? Et je vais laisser la main à messieurs Le Cornec et Bruyère pour répondre à cette deuxième question. Alors, c'est moi qui vais présenter cette partie. Est-ce que vous m'écoutez bien? Super. Alors, pour cette démarche participative, donc c'est vrai que je pense que ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir un acteur tiers dans la démarche. Donc, c'est vrai que le pôle Kéramont a fait appel du coup à un stagiaire moi-même, mais aussi au CREI Bretagne. Et c'est vrai que d'avoir un regard un peu plus objectif et extérieur à la structure, c'est quand même assez intéressant et que cet acteur tiers aussi, du coup, puisse aussi participer à la vie de la structure
et aussi, du coup, être dans une posture assez horizontale, que ce soit avec les personnes concernées et avec les professionnels, et développer, on va dire, des liens de confiance et de réciprocité avec les personnes, et d'être, du coup, dans une démarche de long cours, parce qu'une démarche participative, on ne peut pas faire ça rapidement, donc il faut prendre le temps. Et c'est important, du coup, de s'imprégner, et c'est un peu de l'ordre de l'immersion, en fait, et être sur le terrain. Et on peut dire que du coup, la méthode, on va dire, sociologique et des sciences humaines et sociales, ça peut être intéressant du coup à mobiliser dans le cadre d'une démarche participative au sein d'un établissement médico-social. Donc nous, le cœur de la démarche, ça a été les visites d'établissements et des services médico-sociaux. Donc on a choisi 5 établissements et services différents. Donc le dispositif Tremplin à Brest, le domicile groupé accompagné à Lorient, les APEA de Redon, le PMS Anjou, et un IEM à Talence. Donc, en fait, on a pris une diversité de sites qui sont dans plusieurs départements différents, mais qui partagent en fait des mêmes modalités. Donc, ils ont impulsé une transformation inclusive de l'offre de services où ils ont mis en place, on va dire, des organisations et des innovations au niveau des pratiques professionnelles pour promouvoir la participation sociale et l'autodétermination des personnes. Donc, ce qui est assez fondamental aussi, je pense, dans une démarche participative, c'est le regard croisé. Donc, le regard croisé professionnel, personnes concernées et équipe de direction. Donc, ça fait aussi le lien avec le référentiel HAS qui, justement, promeut cette vision-là à croiser. Alors, ces visites de site, elles ont été pensées justement pour alimenter ce regard croisé-là. Donc, en amont des visites de site, j'ai organisé du coup des groupes de travail pour que collectivement, on prépare des grilles d'entretien. Et ces grilles d'entretien, du coup, concernaient à la fois les professionnels, à la fois les personnes concernées et à la fois l'équipe de direction. Donc, du coup, en fait, on est arrivé sur place, on est arrivé sur site et on avait déjà, du coup, des questions pertinentes à poser. Et en même temps, ça permet aussi d'optimiser les connaissances et que chacun, du coup, puisse s'approprier les sujets qu'on allait aborder dans le cadre de ces visites de site. Alors ça, c'était en amont. On a fait les visites et en aval, du coup, des visites de site, on a aussi fait des groupes de retour d'expérience afin de faire un débriefing de la journée et d'identifier du coup les pratiques inspirantes et les sources d'inspiration pour le pôle Kéraman. Donc ça, c'est ce qui s'apparente à un processus réflexif, donc de permettre aux professionnels et aux personnes concernées d'aller hors les murs, de dépasser aussi ses peurs et d'échanger avec ses pairs. Donc ça permet aussi, c'est une clé pour ce qu'on appelle on va dire la résistance au changement, ou voilà, ça permet vraiment d'avoir une bouffée d'air et de pouvoir justement observer d'autres pratiques. Alors, un autre point de la démarche participative, c'était la construction de monographies. Donc, la monographie, c'est une étude complète et détaillée sur un sujet précis. Ça, c'est la définition. Et du coup, les 5 visites de site ont donné lieu à 5 monographies différentes, du coup, qui ont été construites autour de 12 thématiques. Donc, il y avait la présentation générale de l'offre de services, les valeurs, les caractéristiques des publics accueillis, la transformation sociale de l'offre, les ressources humaines, les dispositifs participatifs, les activités proposées, l'accès aux soins, la place accordée aux diverses parties prenantes, l'ancrage territorial, les partenariats, et enfin l'accessibilité, l'architecture et des exemples de parcours de vie des personnes concernées. Donc, ça permettait en fait d'avoir, on va dire, une vision globale sur les structures visitées. Et ensuite, ces monographies permettent d'alimenter du coup le futur projet d'établissement du pôle en permettant du coup d'avoir une trace de nos différentes expériences et de nos différentes visites. Donc ça a été assez important. Et ces monographies et ces visites, surtout, ont permis d'alimenter les groupes de travail qu'on a organisés ensuite, des groupes de travail du coup qui correspondent, qui ont été animés par une intervenante du CREAI Bretagne et qui correspondent aux différents sommaires du projet d'établissement. Donc, le premier groupe de travail, ça a porté sur les valeurs et les principes d'intervention du pôle Kéraman. Donc là, en fait, ça a permis à chacun d'expliciter ses propres valeurs et de se projeter sur des valeurs communes. Donc, encore une fois, c'était à la fois les personnes concernées et les professionnels. Et donc, il y a 3 valeurs qui sont ressorties. La considération. Donc, la considération, ça permet vraiment de faire le focus sur la posture professionnelle. Il y avait l'autodétermination. Donc là, on est plutôt sur la personne concernée et sur l'approche par les droits. Et enfin, la participation sociale, qui fait plutôt référence au pôle Kéraman comme support à la vie sociale et comme lieu de vie. Donc voilà, on a identifié du coup 3 valeurs fortes dans le cadre de ce projet.
Ensuite, le second groupe, ça a été la diversité du public. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité de parcours de vie au sein du pôle Kéraman. Et du coup, on a pu conforter du coup, les besoins qui avaient été sondés par le CREI Bretagne. Donc, ça a permis d'affiner encore plus, on va dire, la typologie des parcours de vie au sein du pôle. Ensuite, il y a eu 2 autres groupes qui portaient sur la vie quotidienne et sur la vie sociale. Donc là, en fait, on a pu faire, en lien avec les professionnels et les personnes concernées, d'identifier et de cartographier les pratiques professionnelles existantes. Et dans un second temps, on a pu imaginer des pistes d'évolution et des pistes d'amélioration. Donc, par exemple, on a parlé de mettre en œuvre des ateliers d'apprentissage au sein du pôle, que ce soit sur les questions d'autonomie, par exemple le numérique, la gestion du stress, la confiance en soi, ou encore la participation sociale, avec la question de la cuisine, de se faire à manger, et aussi de la vie affective et sexuelle. Donc, on a pu aussi expérimenter l'idée d'un groupe de travail centré sur l'accessibilité, afin de produire des tutoriels et des outils de guidance pour les apprentissages, et aussi d'adapter les documents institutionnels en FALC. Donc voilà, ça, c'est des pistes qui ont été apportées grâce à ces groupes de travail. Et le dernier groupe de travail a permis du coup de réfléchir sur l'accompagnement en mode parcours pour recentrer l'organisation autour du projet de vie de la personne. Donc là, on a pu discuter du coup de la nomenclature Séraphin PH, de la pertinence d'une plateforme de services coordonnée, et on a pu co-construire les premières briques du processus d'admission au sein du pôle Kéraman. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est un peu du coup notre vision de la participation, en tout cas au sein du pôle Kéraman. On considère que la participation, elle est efficace, parce qu'elle est efficace dans le sens où elle permet vraiment d'avoir des données concrètes et la qualité des données obtenues n'aurait sûrement pas pu être optimale avec une autre approche. Et en même temps, elle est émancipatrice, parce que du coup, ça permet aussi aux individus de gagner en compétences, de gagner en confiance. Alors, à la fois, les professionnels, ils sont valorisés dans leur expertise professionnelle, et en même temps, les personnes concernées, cette démarche-là fait mûrir leur projet de vie et permet d'affiner la connaissance de soi. Donc, voilà, c'était vraiment notre vision de la participation. En tout cas, elle est vraiment sur ça, sur l'efficacité et sur l'émancipation. Et en même temps, pour soutenir la participation dans le temps long, donc Gaël l'avait rappelé en début de conversation, donc c'était, on pense qu'il y a différents leviers, la qualité de vie au travail et le management par la qualité, et que pour le professionnel, les clés, on va dire, de la participation, c'est qu'il faut favoriser le sentiment de responsabilité dans la pratique. Il faut aussi rendre le travail intéressant et de permettre dans le travail une mobilisation des compétences, de visibiliser les valeurs du travail aussi et de valoriser l'utilité sociale. Et le dernier point, c'est le dernier rapport Piveteau, c'était de valoriser le pouvoir d'agir et l'autonomie au travail et le sentiment de maîtrise. Donc ça, vraiment, ce seront les clés pour maintenir la participation des professionnels sur le long terme. Donc voilà, en tout cas, pour cette courte explication de la participation des professionnels. Très bien, courte mais précise. Juste un petit rebond avant de laisser la parole à l'ADAPE. Vous évoquez les visites de sites conjointes professionnelles et personnes concernées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, pour les professionnels, on peut imaginer, voilà, c'est des rencontres entre pairs. Est-ce qu'il y avait un animateur, et pour les personnes concernées également, mais voilà, est-ce qu'il y avait un animateur pour voilà, conduire aussi ces temps de visite? Alors, nous, en amont, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé la visite en amont. Et du coup, on a signalé aux structures qu'on allait être 3 acteurs différents, donc les professionnels d'accompagnement, les personnes concernées et en même temps l'équipe de direction. Et du coup, ils ont fait en sorte de nous accueillir le mieux possible. Et du coup, les personnes concernées il y a pu avoir du coup des échanges entre personnes concernées aussi. Mais en même temps, on ne voulait pas non plus, figer les choses. Et ce qu'il y a, c'est que les personnes concernées ont aussi participé aux discussions avec l'équipe de direction. Donc, on a essayé de ne pas trop séparer les groupes et de rester quand même le plus souvent ensemble. Ouais. Merci. C'est une question. Oui, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Donc, on voit bien que la démarche participative, la méthode que vous avez employée permet finalement
d'avancer progressivement en incluant tous les professionnels, mais pas que, parce qu'on a les professionnels de terrain, de direction et la participation des personnes également concernées. Notamment l'importance des groupes, je retiens en tout cas des groupes sur les retours d'expérience, qui permet de mettre en commun, je suppose, pour pouvoir continuer à avancer et se projeter sur l'écriture du projet d'établissement. Donc, merci à vous. Nous allons passer à nos seconds témoins, donc messieurs Brando et Seguin. Donc, nous allons vous poser la même question, à savoir comment s'est engagée la participation des professionnels dans le processus de transformation. J'y vais. Déjà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un retour d'expérience du précédent plan stratégique où on avait remarqué plusieurs choses perfectibles. La première, c'est que nous avions engagé trop d'actions. 5 ans, ça passe vite et quand on nous donne trop d'actions et de manière, je dirais, un peu descendante, ce n'est pas forcément là où on adhère le plus. Sur ces actions, comment les ordonnancer, c'est-à-dire qu'en fait, d'un territoire à l'autre, d'un établissement à l'autre, ce n'est pas toujours le même niveau de développement et il y a plus ou moins de maîtrise sur un sujet et les priorités sont différentes. Donc, pourquoi que tout le monde commencerait par la même action? Ce n'était pas forcément bien. Et puis aussi, comment fait-on pour que chaque salarié, et j'insiste un peu, les travailleurs des AT aussi, puissent se reconnaître dans le projet stratégique tel qu'il est affiché et rédigé. Donc, pour cela, nous avons pris, rapidement, parce que ça, c'est 4 blocs méthodologiques, mais en fait, la vocation, c'est, par cette méthode, on souhaite publier, et c'est en cours, des fiches thématiques, c'est-à-dire c'est des grands thèmes stratégiques où il y a des objectifs et donc des thèmes d'action. Et ça fait une sorte de catalogue de fiches thématiques. Et en fait, au niveau de chaque territoire et chaque établissement, en concertation et en groupe, ils vont déterminer les fiches thématiques à choisir par rapport à leurs problématiques de terrain, par rapport à leurs priorités, et vont en faire des fiches actions, mais qui vont être déclinées et vraiment travaillées à l'échelle de l'établissement. Ces fiches actions ont pour vocation de faciliter le processus d'écriture et d'élaboration du projet d'établissement. C'est-à-dire qu'au sortir du projet stratégique, une fois que les fiches actions ont été déclinées par territoire et par établissement, nous attendons la rédaction des projets d'établissement. Donc, en termes de méthodologie pour la participation, on part sur 4 grandes étapes. La première étape, c'est un atelier de cadrage. Pourquoi? Parce que si on veut que tout à chacun puisse s'exprimer librement et puisse être entendu et qu'on consigne bien ses propositions, il faut avant tout qu'il y ait une règle du jeu, qu'il y ait un cadre défini, parce qu'il y a une vision politique, parce qu'il y a une vision stratégique. Et dans cette vision, comment on fait? Et ça, c'est l'affaire des salariés et des travailleurs qui participent. Donc, une fois qu'on a déterminé ce cadre, on essaye de se mettre d'accord sur un livrable. Et le livrable, c'est pas forcément, ou ça n'est pas seulement la forme du projet stratégique tel qu'il va être livré, mais c'est aussi les livrables à différentes étapes du processus, parce que au fil du temps, des actions, des groupes de travail se mettent en œuvre et on doit rendre compte à l'ensemble des parties prenantes de comment ça fonctionne et où on en est, etc. Un alignement parce que la direction générale, le conseil d'administration, je dirais tout le champ travail insertion avec toutes les parties prenantes, mais aussi les entreprises, les boîtes de formation et compagnie, on doit être d'accord sur la façon dont on va procéder et la règle du jeu. Et puis, on a mis en place certains rituels qui nous permettent de nous synchroniser et on a sanctuarisé des temps qui nous permettent de faire un point dédié sur l'avancement des travaux et la méthodologie, y compris pour la remettre en question si on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, on passe au deuxième temps, c'est un atelier avec le comité de pilotage. Le comité de pilotage, il est composé de la direction générale et d'autres parties prenantes comme des chefs d'entreprise et puis des représentants des travailleurs. Là, c'est pour se mettre en situation, c'est-à-dire tout le monde va travailler de la même façon, mais il est nécessaire au départ qu'il y ait un engagement de chacun et que la direction générale, par exemple, se rende bien compte de qu'est-ce que la démarche participative, comment elle s'articule et comment cela fonctionne pour qu'il y ait pour que chacun puisse aller vers la posture qui va faciliter
l'écoute, la proposition et la mise en action. Il y a un drôle de bruit là, c'est pas grave. Nous nous alignons sur des principes communs et puis pour plus d'autonomie, et c'était une volonté de notre part parce que après le projet stratégique, en fait, la démarche de projet ne s'arrête jamais. Nous avons mis en formation des salariés volontaires, 2 par établissement, un cadre de direction et un salarié, à ce qu'on appelle la facilitation, pour devenir facilitateur. C'est une posture particulière qui permet d'animer de manière neutre des groupes de travail. Et bon, pour faciliter les propositions d'action, les débats et comment faire pour travailler ensemble. En 3e étape, c'est un processus qui nous aide à faire émerger et à filtrer les actions. Par exemple, on a commencé par une journée de lancement du projet stratégique où tous les salariés du champ travail de l'ADAPEI ont été réunis et nous avons commencé par un exposé de la mise en œuvre du projet stratégique, mais on est passé par ce qu'on appelle une conférence inversée. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que la direction générale, que je remercie, s'est prêtée au jeu de questions qui n'étaient pas préparées et auxquelles il fallait répondre selon une certaine méthodologie qui correspondait aux attentes du public, en l'occurrence des salariés. Dans le cadrage que nous avions fait, il y avait 6 axes stratégiques. On a fait une journée dédiée par axe stratégique où il y avait un groupe de travail. Ça ne s'est pas passé sur la base du volontariat, c'est pareil, c'est sur l'émergence de l'intelligence collective. On a procédé à des élections sans candidat. Alors pour ceux que ça intéresse, je pourrais en parler après, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il se trouve que les salariés ont élu 2 représentants de chaque établissement qu'ils estimaient être les plus compétents sur l'axe stratégique qu'on allait travailler. Les facilitateurs étant formés, ils ont conduit les groupes de travail. Cela aboutit pour finir à 86 propositions d'action pour les salariés. On a fait la même chose pour les travailleurs des ZAT qui ont, eux, été plus prolixes. Ils ont fait 183 propositions d'action. Et aussi bien en ouverture, nous avons fait un séminaire regroupant tous les salariés des ZAT. Là, le 26 septembre prochain, nous présenterons le projet stratégique et toujours sur une forme participative qu'on est en train de mettre au point. Mais on ne fera pas une restitution descendante, ça c'est sûr. Après, une fois que les fiches thématiques ont été faites, que les établissements auront choisi les fiches thématiques à traiter en priorité, qu'ils les auront transformées en fiches actions, on voudrait avoir une sorte d'outil de pilotage universel, c'est-à-dire que tout un chacun, qui soit spécialiste de la production, qui soit dans l'administratif, qui soit travailleur des ZAT n'ayant pas accès à la lecture-écriture ou salariés ou direction, on ait le même support d'indication de pilotage. Et pour cela, on va former nombre de personnes au système de management visuel qui devrait permettre, en tous les cas c'est l'objectif, d'un simple coup d'œil par rapport à des actions données, où on en est, qu'est-ce que ça donne et vers où on va. Ça, c'est pour le 4e trimestre de l'année. On n'a pas encore expérimenté. Les formations sont prévues à partir de septembre. Et donc, formation. Après, on va mettre ça en application. On va voir comment ça fonctionne et on fera une supervision pour éventuellement corriger le tir si nécessaire. J'ai essayé d'être concis et rapide. Voilà à peu près comment on fonctionne pour ce projet stratégique qui devrait encore une fois être présenté au mois de septembre. Il a démarré au mois de septembre dernier, ça a pris 1 an. Écoutez, merci beaucoup parce que c'est vrai que sur votre présentation était très bien, il n'y a aucun souci. Et puis, on voit bien l'avancée dans la méthode en créant des relais finalement avec les professionnels, en les formant d'une part pour être facilitateurs et puis quand vous serez rendu sur la dernière partie au dernier trimestre, en les formant pour qu'il y ait finalement un relais qui se fait ensuite au sein des différents établissements. Donc, on voit bien que sur la méthode, vous embarquez vos professionnels et que ça se fait de façon transparente pour pouvoir bien avancer. Donc, nous, on a une question d'un spectateur par rapport aux méthodes que vous employez, alors que ce soit aussi bien pour la DAPEI 35 que pour l'APF. C'est une question de temps, en fait. La question, c'est comment on peut dégager du temps pour travailler sur tous les sujets, et notamment ceux dont vous nous parlez cet après-midi, puisqu'on est tous pris par le temps, alors pour différentes raisons.
Et donc ça, c'est la première question du temps. Et est-ce que le management descendant du secteur a la bonne formule, même si elle est participante? Donc, qui se lance en premier pour répondre? Peut-être on continue avec l'ADAPI 35 et puis on passera la main après à l'APF. Alors, sur la deuxième partie de la question, sur un management descendant, je ne sais pas ce qui est indiqué derrière management descendant. En fait, pour moi, il y a deux dimensions. Le cadrage doit être compris, doit être pédagogue et doit être précis. C'est-à-dire que on doit indiquer aux salariés, aux personnes qui vont participer à ces groupes de travail, comment on leur demande de travailler et dans quel cadre on leur demande de travailler. Par exemple, si je reprends le champ travail insertion, ce n'est pas nous allons vous demander de réinventer de but en blanc les ESAT de l'ADAPI 35. C'est on va vous demander de travailler sur des principes qu'on aura édictés et qui ont été dans l'étape 1 importante à formaliser dans le cadre du cadrage. Après, si on parle de management descendant qui consiste à systématiquement partir du top pour aller en bas, dans la question de l'attractivité des métiers que l'ensemble du secteur connaît, des difficultés de ressources humaines, je pense que la question de l'implication des salariés sur le sens au travail est tout aussi important que la question de la rémunération. Et que nous ne pouvons pas ne pas demander à des salariés qui ont forcément une dimension militante dans leur ADN de ne pas s'impliquer dans les changements qu'ils vont mettre en œuvre, surtout que, comme le disait Marc, c'est eux qui les font en direct et qui ont la bonne connaissance de ce qu'ils ont à mettre en place. Rien ne nous empêchera après de dire « nous souhaitons que les moniteurs d'atelier valorisent les capacités des agents des AT et mettent en place tel et tel et tel et tels outils avec une méthode assez précise ». Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est questions-nous ensemble sur la manière d'accompagner, mettons-nous ensemble sur des cadres communs et voici le cadre commun qu'on se donne. Maintenant, charge à nous, ensemble, de travailler sur ces sujets et d'améliorer notre organisation. Moi, je me permettrais d'ajouter quelque chose parce qu'effectivement, il y a un management descendant. Bien sûr, je pense qu'on a toujours des progrès à faire à ce sujet-là. Là, quand on parle de cadrage, on va dire que la première ligne, c'était qu'il fallait favoriser les parcours inclusifs pour ceux qui le souhaitent. On avait une responsabilité environnementale. On pensait qu'il était aujourd'hui préférable de travailler à l'échelle des territoires. On imagine bien que pour les jeunes qui arrivent et qui ne veulent pas rester toute leur vie en ESAT, il faut qu'on fasse un effort de professionnalisation et, si c'est possible, vers la qualification. On n'a pas, enfin, à ma connaissance, rencontré de professionnels disant les parcours inclusifs, c'est hors de question, etc. C'est-à-dire que ces cadrages-là, c'est des cadrages, je dirais, qui sont formulés, mais on ne les a pas inventés. En fait, en réalité, c'est la description du contexte tel qu'il est aujourd'hui. Après, et tout ça avec effectivement un équilibre économique. Donc, comment on amène à plus de professionnalisation et comment on pourrait essayer d'innover vers la qualification. D'ailleurs, il y a des exemples au CREAI qui sont très bien en Franche-Comté, là. Comment on fait pour être un peu plus soucieux de l'environnement et être responsable à ce niveau-là, etc. Et même sur le management. C'est-à-dire, on va faire un management participatif, vous êtes partie prenante, comment on le fait ensemble. Oui, incontestablement, de toute façon, il y aura toujours une tendance et une tentation des directions à être très descendant, mais comment dire, on le sait et on fait un effort. Et encore une fois, les éléments de cadrage étaient quand même plutôt consensuels à ma connaissance. D'accord, on vous remercie. Est-ce que Monsieur Le Cornec, Monsieur Bruyère, vous voulez ajouter quelque chose concernant cette question? Sur la partie descendante, je pense que plein de choses intéressantes et pertinentes ont été dites. Je vais plutôt aborder peut-être la question du temps, qui était la première partie de la question. Oui. Sur cette partie-là, c'est toujours compliqué de trouver du temps pour constituer des groupes de travail. D'où on a fait donc l'écriture de ce projet alors sur des temps contraints en mode dégradé, et pour autant on a trouvé du temps. Je pense que c'est aussi c'est la volonté collective, que ce soit toutes les parties prenantes, y compris les familles, en expliquant que la démarche elle est partagée et qu'il y a des enjeux derrière qui sont bénéfiques pour tout le monde.
et que peut-être au détriment peut-être de temps, on va dire, un peu plus léger, hein, de temps d'activité ou autre, ils ont accepté vraiment de s'impliquer, hein, l'ensemble des acteurs professionnels comme les personnes concernées, hein, dans ces groupes de travail. D'autant plus que ça s'est fait sur la base du volontariat. On a imposé à personne, je crois que c'était important aussi. Et on a été étonné que un grand nombre, quand même, plus de 50% de notre effectif s'est impliqué vraiment dans ces groupes de travail. Certains totalement, d'autres partiellement, mais chacun y a mis un peu du sien. Et je pense que c'est tout ce travail, cette combinaison d'envie qui a permis quand même de cibler en priorité pendant 6 mois. On travaille, parce que là, des groupes de travail, c'était 4, 5, 6 groupes par mois, hein, donc à constituer, avec beaucoup d'absentéisme. Malgré tout, on a tenu bon. Et je pense que c'est une question de volonté partagée et commune. Je crois que on peut trouver quand même du temps. C'est possible. J'ajouterais sur la question du temps, je confirme ce qui vient d'être dit, mais si on n'octroie pas du temps de préparation de projet dans nos équipes, on risque d'engendrer autant de dysfonctionnements que si on n'en avait pas, voire même on en engendrera plus. Parce que si on n'octroie pas à, je sais pas, un moniteur éducateur dans un foyer un temps de préparation pour préparer des activités, ce moniteur éducateur sera en face à face en permanence et perdra un petit peu de ce pourquoi il était venu dans le foyer. Pareil pour le moniteur d'atelier, pareil pour l'ensemble de nos organisations. Donc, c'est certes chronophage, mais après, c'est sur du long terme, c'est une stratégie managériale gagnante à tous les niveaux et également d'un point de vue économique, à mon sens. Écoutez, merci messieurs pour les réponses à ces questions et puis à cette deuxième question. Et je vais repasser la main à Marion pour la troisième question qui est prévue dans ce webinaire. Très bien, oui, merci beaucoup. Donc, la troisième, vous avez évoqué pas mal la méthodologie, les processus et la réflexion et le processus après que vous avez mis en œuvre. Finalement, de ces expériences, on va dire parce qu'elles sont multiformes, quels résultats et enseignements vous avez pu tirer et que vous pourriez partager avec nous. Et je commence en m'adressant à M. Seguin et Brando pour répondre à cette question. Donc, on a fait une conclusion en 3 points. Une organisation qui oblige, dans le sens où elle est, et on vient de le dire, mobilisatrice d'énergie. Donc, il faut bien anticiper, de s'octroyer du temps pour travailler sur le résultat des groupes de travail, pour synthétiser, pour préparer le groupe de travail, etc. etc. Elle nous oblige en résultat aussi parce qu'il y a des points d'étape qui sont importants, qui nous permettent de passer de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, ça veut dire qu'il faut produire. Ce n'est pas je produirai le projet stratégique dans 1 an, donc on verra bien dans 1 an. C'est étant donné qu'il y a un nombre d'étapes importants, il faut vraiment qu'on soit dans une méthode où on est garant de ces résultats. Et une organisation qui, a fortiori, donc qui en plus oblige les directions à travailler ensemble et à partager. Ce niveau-là, on y a insisté plusieurs fois. Les directions doivent s'engager très, très fortement dans ces démarches participatives, à la fois pour lâcher prise, parce qu'à un moment donné, quand on accepte qu'un groupe de travail travaille sur une thématique sans qu'on soit présent, parce que dans une logique d'intelligence collective, on peut tout à fait l'assumer, eh bien, il faut lâcher prise. Mais également, ça nous oblige à travailler, en l'occurrence pour nous, collègues entre collègues, et à ouvrir le moteur et à partager ce qu'il y a dans le moteur. Donc, ça oblige à tous les niveaux. Une organisation qui peut avoir des effets négatifs. Pourquoi? Si le cadre de base n'est pas correctement fixé, si la méthode n'est pas correctement fixée, si les principes qui ont été édictés ne sont pas garantis et suivis, si la dirigeance ne suit pas avec attention, c'est en raccord avec le 3e point de tout à l'heure, et si le résultat est loin des attentes, parce qu'à un moment donné, et c'est peut-être l'étape dans laquelle on va être, c'est que le jour où on produira le projet, on peut nous dire que ça n'a rien à voir avec le contenu des groupes de travail qui ont été vus le 14 octobre 2021 dans le cadre d'un groupe à Redon. Donc, tant sur la forme que sur le fond, il y a un point d'attention sur ce sujet.
mais une organisation qui produit des effets parce qu'elle nous permet en l'occurrence dès maintenant d'anticiper sur des réorganisations massives de nos fonctionnements. Et c'est ce qu'a permis le projet stratégique travail insertion parce qu'il embarque tout le monde et il va nous permettre d'engager des réorganisations importantes. Des multiplicateurs parce que quand un moniteur d'atelier d'un espace vert parle avec un autre moniteur d'atelier qui a réalisé des pratiques pédagogiques, qui a mis en place un outil facilitant la lecture, etc., eh bien, on démultiplie notre organisation, elle s'auto-enrichit sans qu'on ait à lui demander finalement, parce que c'est par les relations dans le groupe de travail qu'on les met en place, parce que aussi on a mobilisé des chefs d'entreprise sur certains groupes de travail. Ça va nous permettre également de travailler sur un atelier qu'on n'avait pas forcément anticipé. Pour mener un plan d'action ambitieux, réaliste et pragmatique, l'idée étant d'être surtout réaliste, c'est-à-dire qu'on doit mener un projet qui ne comportera pas 150 actions et 315 fiches actions derrière, mais des actions concrètes qui sont sous le maximum d'une dizaine, on va dire, par an, à mener et qu'on suivra, qu'on pilotera avec attention. Et enfin, mais ça, je pense qu'on l'a dit pas mal depuis le début de notre intervention, pour amener du sens et partager une destination commune. Ça, c'est globalement la manière dont c'est l'objectif principal de notre méthodologie d'écriture du projet stratégique. Juste, je me permettrais de moduler un peu une organisation qui peut avoir des effets négatifs si le résultat est loin des attentes. En fait, personnellement, je prends mon bâton de pèlerin et je fais le tour des établissements où je fais des points étapes et je vois bien les réactions et les débats qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'on minimise cela, mais en revanche, effectivement, pour le coup, on investit dans le temps. Il faut avoir ce respect de revenir vers les équipes en disant « Bon, écoutez, on a pris tout ce que vous avez dit, on a essayé de synthétiser et d'aller à l'essentiel, et pour nous, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Pour le moment, je touche du bois, mais ça fonctionne. Je sais pas, il me reste encore 2 établissements à faire, mais la trotte était plutôt en phase et alignée avec ce qu'on disait. Après, c'est un challenge et c'est une obligation de la direction générale que tout un chacun puisse se reconnaître dans ce projet stratégique auquel il a participé. C'est un engagement de notre part. Si les gens ne se reconnaissent pas, là, ça sera vraiment un échec. Mais encore une fois, avec des points étapes, on peut le limiter. Mais voilà, il faut lâcher prise parce qu'effectivement, les actions qui sont décidées ont confiance par des professionnels qui connaissent leur travail et leur métier. Voilà ce qu'ils préconisent et voilà les moyens qu'on doit leur donner pour qu'ils y arrivent. Très bien, je vous remercie. On va passer maintenant à cette même question. Quels résultats et enseignements vous souhaitez partager? Et donc là, l'équipe de l'APF, du pôle carrément de l'APF, nous a fait un petit montage vidéo qui va venir justement apporter ces résultats et Alan Bruyère commentera ensuite. Alors, au test, ça fonctionnait. On va espérer que ce soit le cas aussi. Alors, si tu... Alors, normalement, doit apparaître. Je vais peut-être sortir du partage pour le faire partir. Si tu retournes sur ton... Ouais. Excusez-moi. Voilà, désolée, Monsieur Bruyère, est-ce qu'il y a un lien qui permettrait d'accéder à la... Il était normalement intégré quand on a fait le... Ouais. Oui, il était intégré du coup en diaporama. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez me le faire suivre sur la discussion ou,
J'essaye, hein, mais je vois bien que là, on est plutôt après le flou. Normalement, il apparaissait un lien. On a fait le test tout à l'heure, mais évidemment, il fallait que… C'est bizarre que ça ne marche pas. Je vous prie de nous excuser. On voulait faire quelque chose d'interactif. Du coup, Marion, Ouais. je vais prendre la parole pendant que vous tentez de lancer la vidéo au niveau Merci. technique. Ouais. Il y avait une question que ne voit pas forcément l'ensemble des participants, qui a été posée en lien avec ce qui vient de nous être présenté sur quels indicateurs de pérennité de la démarche au-delà de la période de co-conception ou co-création. Nous avons vu tout l'intérêt, vous l'avez évoqué, pour nos témoins, de pouvoir suivre dans la durée, de pouvoir avoir un plan d'action objectif, réaliste, et de effectivement prendre en compte la nécessité d'un temps long. Est-ce que sur la question des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, vous auriez des compléments à apporter par rapport à ce qui a été dit? Faire le tour des établissements, c'est une façon d'avoir des indicateurs. Est-ce que vous auriez d'autres éléments que vous souhaiteriez ajouter pour cette question? Moi, je veux bien me lancer. Effectivement, chaque fiche qui sera donc déclinée au sein de l'établissement, il faut des indicateurs d'évaluation, alors en fonction des thèmes qualitatifs et quantitatifs. Après, alors là, je le dis face à mon chef, mais par expérience, je ne me fais pas d'illusions. Sur les 10 actions par établissement, les 10 ne seront pas réussies, les 10 n'auront pas des indicateurs forcément pertinents. On n'est pas dans des sciences exactes et nous ne sommes pas dans des processus scientifiques. Donc, je pense qu'on retirera des expériences et on fera encore, on essaiera de progresser les prochaines fois. Les actions sans évaluation, c'est impossible. Il faut évaluer tout ce qu'on fait. Ensuite, pour le moment, ça ne nous a pas tracassé particulièrement. On verra sur pièce, c'est-à-dire quand les fiches actions seront rédigées, quel élément d'évaluation qualitatif et quantitatif seront faits. Mais sincèrement, je ne réponds pas à la question parce que ça ne nous a pas préoccupé particulièrement. Soit c'est qualitatif et c'est des retours des personnes qui sont directement liés à la prestation et qui, par questionnaire de satisfaction, des choses comme ça, soit c'est quantitatif et dans ce cas-là, il y a des chiffres d'affaires, il y a des trucs et des machins. Aujourd'hui, une chose est certaine, c'est qu'à chaque action, il y a une évaluation qui doit être faite. Mais bon, voilà. Je crois que vous y répondez quand même. Ne vous en inquiétez pas. Peut-être que c'est dans la façon dont vous avez conçu et effectivement construit que finalement l'évaluation se fait aussi en cours de route avec des retours quasi immédiats de contribution et d'intérêt porté à la démarche. C'est aussi une façon d'avoir une évaluation intégrée. On pourrait dire, pour notre part, on parle d'évaluation embarquée. C'est tout au cours de la démarche avec des critères qui tiennent compte à la fois effectivement de l'intérêt et des effets du point de vue des conditions de travail, de l'intérêt du sens au travail, des effets du point de vue de la qualité de l'accompagnement, de la prise en soin, et puis des effets du point de vue de l'efficacité collective. Mais ça peut se suivre tout au cours de la conduite du changement ou du projet. Alors, pour donner un exemple, sur le projet associatif, on l'évalue tous les 6 mois dans sa mise en œuvre parce qu'on sait souvent que les projets associatifs sont écrits, puis ensuite mis clairement dans un tiroir et ensuite repris 4 ans après pour sa réécriture. Et là, en l'occurrence, il existe un comité de suivi du projet associatif qui a fixé un indicateur par action et surtout, ça nous permet d'identifier une action qui a été mise en place dans un établissement en raccord avec l'action qui était dictée. Si on a décidé de travailler sur l'autodétermination, eh bien peut-être qu'un établissement a travaillé sur un outil ou sur une modalité d'accompagnement qui lui permette de favoriser l'autodétermination, etc., etc. Et l'idée, c'est d'aller au-delà des questions d'indicateurs, parce que bien sûr, c'est nécessaire qu'il y en ait, mais d'aller dans des choses concrètes qui parlent aux autres équipes, à l'ensemble des parties prenantes et qui peuvent ensuite
donner lieu à des exemples pour que une autre équipe se dise, tiens, ça serait bien qu'on mette en avant ça parce que moi, ça me parle, cette question. Très bien, merci beaucoup. Performance collective, merci Bénédicte qui a pris la main et du coup pour permettre justement la diffusion de ce support vidéo issu du pôle Keraman. Merci Bénédicte de lancer. Ma vie est arrivée dans notre établissement depuis peu de temps. Ça permet de mettre en évidence ce qui fait obstacle ou ce qui est facilitateur dans la vie des personnes que l'on accompagne au quotidien. Et on va travailler surtout justement sur ce qui fait obstacle et aussi on va mettre en évidence ce qui est facilitateur. Au milieu du handicap depuis pas mal d'années, presque 30 ans. Avant, l'approche était beaucoup plus portée sur la partie médicale et maintenant, on prend la personne dans sa globalité. Dans ma vie, en fait, on a parlé un peu de nos... On a eu des rencontres en commun sur les projets personnalisés. Et moi, j'ai trouvé très intéressant. La formation a été très, très intéressante et enrichissante. C'est un outil que je ne connaissais pas du tout, donc une bonne découverte. Et c'est vrai que ça permet aussi de recentrer vraiment le résident au cœur de son projet et d'aller chercher vraiment plus en détail tous ses besoins et de respecter au mieux en fait, ses habitudes de vie. Et d'améliorer aussi du coup leur accompagnement en essayant de jouer un rôle au fait sur l'environnement qui soit un petit peu plus adapté. C'est vrai d'adapter plus l'environnement finalement aux personnes concernées plutôt que l'inverse. Et je pense que ça, c'est vraiment une belle avancée. Ma vie, c'est pour parler de tes projets, de l'avenir, ce que tu peux faire, ce que tu as fait dans la vie, quel parcours tu as eu depuis ton enfance et tout. C'est plus la même façon de travailler. Tu te sens plus concerné. Alors, le fait d'avoir permis justement l'implication aux usagers dans tous les groupes de travail, mais que ce soit dans les visites de site, on perçoit nettement justement l'usager, enfin une partie des usagers qui s'impliquent, qui les choses sont incarnées, voilà, ils arrivent à s'autodéterminer, ils expliquent les choses, ils sont plus dans la même projection, ils sont plus dans je suis aidé par le professionnel, là je suis en capacité, je commence à développer ma vraie capacité à faire mes choix. Quelque chose que j'ai vu nulle part avant, dans d'autres structures où j'ai pu travailler. Très intéressant de cette proposition de pouvoir participer à ces visites d'établissement. Là, on a découvert d'autres outils, une fois de plus, d'autres manières de travailler. On a rencontré des personnes concernées. En plus, on a été accompagnés avec les personnes du pôle Keraman. Effectivement, il y avait une chimie dans le groupe. Et on est parti du pôle Keraman pour visiter. Donc nous, c'était sur le DGA de Lorient, à Lorient. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a tous apprécié, je crois, dans le discours de mes collègues, de pouvoir constater ce qui se passe ailleurs. Pourquoi pas amener ces découvertes-là à travers le projet d'établissement du pôle Keraman actuellement qui est en cours. Moi, je suis allée du coup à l'EPMS Anjou. Donc, on a pu rencontrer différents professionnels du coup, qui intervenaient sur, alors c'était l'unité d'apprentissage. Ils nous ont expliqué un petit peu comment ça se passait et on a pu visiter aussi les locaux, voir ce qui se faisait. Et donc, c'était très, très, très intéressant en fait, de voir ce qui était déjà mis en place ailleurs. Ça permet aussi de se projeter sur ce qu'on peut faire du coup sur le pôle et d'avoir aussi, je pense, moins d'appréhension en fait. C'est vrai quand le changement arrive, on se pose quand même pas mal de questions. Et c'est vrai que d'aller le voir, de participer, de voir ce qui se fait ailleurs, je trouve que c'est rassurant et ça donne envie au fait de s'investir vraiment dans tout ce qui est projet d'établissement. Les APA de Redon, en fait, c'est
l'établissement APF qui fait les apprentissages. C'était enrichissant et puis bon, c'était enrichissant. J'ai envie d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas l'intention de rester voyée. J'ai l'intention d'aller dans le monde ordinaire. Alors, moi, nous avons fait une visio à l'IME de Talence, qui est à Talence, à côté de Bordeaux. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très enrichissant cette visite de site, car il y a beaucoup de choses qui sont mises en place là-bas, comme une application qui permet aux usagers de pouvoir choisir à l'heure où ils veulent se lever, où ils veulent manger. Et c'est vrai que ça m'a paru très intéressant, car ils prennent complètement possession de leur accompagnement. Je suis allée à Tremplin, à Brest. Oui, c'est pour voir aussi comment ça se passait dans notre établissement, pour qu'on puisse aussi créer le projet d'établissement du pôle Céramon. Et moi, ça m'a apporté en fait des connaissances sur mon projet aussi. Parce que j'ai envie d'aller vers peut-être un effet groupé, peut-être aller faire des stages ailleurs. Voilà. Donc, la démarche participative amorcée dans le cadre de la réécriture du projet d'établissement a fait évoluer les pratiques. On voit depuis tous ces mois derniers une évolution justement dans les postures professionnelles, dans le rapport à l'usager, dans le regard porté aussi sur l'usager. C'était très intéressant d'avoir les usagers et les professionnels autour de la même table, d'avoir la parole des usagers et des professionnels qui se croisent autour d'un même thème. Au début, j'étais un peu surprise, même je suppose que les résidents aussi, d'être là, mais finalement, c'est devenu une évidence après, d'être tous autour de la table. Différentes façons d'aborder le travail, les groupes de réflexion, ça redynamise aussi ma pratique professionnelle. Alors, le projet d'établissement, j'ai participé aux valeurs, aux droits, aux décisions et aux choix pour justement, ça c'est une chose importante pour moi. Moi, j'avais envie de pouvoir prendre mes décisions, pouvoir faire mes choix et avoir mes droits et avoir mes valeurs. Et quand j'étais plus jeune, en fait, ma famille décidait tout pour moi. Et donc, me laissez pas faire mes propres choix, me laissez pas prendre mes décisions et faisait tout à ma place. Concernant du coup l'implication des professionnels dans le projet d'établissement, dans l'écriture du projet, le fait d'avoir des réunions comme ça où sont associés les résidents et les personnes concernées, je trouve que c'est bien, ça ramène vraiment du concret, ça ramène aussi la parole en fait, des personnes concernées et on peut aussi avoir un échange en équipe et ça permet de réfléchir en commun. Ouvert vers l'extérieur, avec la participation sociale et peut-être plein de choses mises en place justement pour amener vers une certaine autonomie et casser toutes ces barrières qu'il y a. Le pôle Céramon va s'ouvrir à d'autres personnes. Ma vision du pôle dans 5 ans, je vois un pôle dynamique, ouvert sur l'extérieur, qui fait en sorte de faire bénéficier d'autres personnes extérieures, au fait, faire bénéficier de tout ce qu'on peut, des activités, de rompre l'isolement. Très bien. Merci beaucoup. Je crois, Monsieur Bruyère, que vous vouliez faire quelques commentaires à la suite de ce document. Il faut remettre votre micro. Il manque votre son, oui. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci. En fait, juste en quelques mots, ça permettait d'élargir les horizons, de sortir de sa zone de confort.
En même temps, ça a permis aux personnes concernées d'avoir des réflexions sur leur propre projet de vie, de valoriser l'expertise des professionnels, de développer une culture commune et des valeurs partagées. Et ensuite, pour terminer, on va dire que la dynamique participative, elle doit continuer au-delà du projet d'établissement. Donc, elle doit s'inscrire, on va dire, dans la vie institutionnelle. Donc, elle doit être, on va dire, institutionnalisée, enfin, ou systématisée plutôt, et que ça doit alimenter un cercle vertueux de la participation. Donc là, après, ce sera vraiment je pense que ce qui va être important, c'est la formalisation de la démarche qualité qui permettra que chacun puisse justement être acteur de cette démarche. Voilà pour ma part. Très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant et puis merci d'avoir élargi du coup le propos et la participation justement de votre témoignage aux professionnels et aux personnes concernées. Juste pour vous dire que sur la fin de ce webinaire, là, à chaque fois, on souhaite partager des points de repère. Justement, vous faites le lien avec la démarche d'évaluation de la qualité. Ça fait partie des éléments qu'on voulait apporter. On va vraiment être très succinct puisque l'idée, là, c'est vous aurez le support de présentation qui vous renverra vers différents liens. Mais là aussi, on a à cœur, chaque partenaire, de pouvoir apporter des éléments de repère. Et donc, effectivement, au CREAI, on a choisi, puisque c'est assez d'actualité, le référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui vient de paraître, publié par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Et si, effectivement, l'enjeu, c'est aussi, dans la méthode, d'avoir plus de participation, et là aussi, disons, et à la fois des personnes concernées, des professionnels et de la gouvernance ou des établissements. Voilà, ce document, mais en l'occurrence, le travail qui est à produire, le travail de qualité, il repose sur cet enjeu transversal justement aux politiques publiques de la participation qui se conçoit à la fois pour les personnes concernées, les professionnels et l'établissement. Et juste pour, en guise de résumé un peu, parce que quand on parle de qualité, là aussi, il faut passer par une définition, même s'il n'en existe pas et la HAS ne la pose pas en tant que telle. Par contre, voilà, elle pose des ingrédients, des déterminants finalement de cette qualité autour de 9 thématiques que vous voyez apparaître ici, le droit de la personne, l'expression de la participation, la co-construction, la personnalisation du projet, l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé, la continuité et la fluidité du parcours, les politiques RH et les démarches qualité et gestion des risques dans leur ensemble, avec bien sûr au centre, et ce qui fait qualité, c'est bien cette convergence, cette zone de croisement entre les droits et besoins portés sur la personne, les habiletés et les pratiques professionnelles, et puis l'organisation et l'environnement. Voilà, une diapositive un peu de résumé de cette approche de la qualité dans le référentiel d'évaluation de la qualité. Et juste pour le redire aussi d'une autre façon, là aussi on considère la personne actrice de son parcours, la dynamique qualité dans l'établissement, et en faire une démarche aussi qui soit porteuse de sens, cette démarche d'évaluation avec au cœur de tout ça l'éthique et puis bien d'autres enjeux, notions que vous avez pu développer concernant la personne, l'autodétermination, les droits, l'enjeu du consentement, concernant les professionnels, l'autodétermination des professionnels, la qualité de vie, la stratégie de l'organisation, l'enjeu de savoir expérientiel que vous avez bien aussi évoqué, notamment M. Brando, quand vous évoquez le fait que c'est les personnes qui font et qui savent et qui vivent les choses, la participation, la notion de virage inclusif, d'approche écologique, systémique aussi, des approches professionnelles. Voilà, donc on trouvait important de revenir justement, puisque c'est aussi d'actualité, il vient de paraître et puis il va se décliner ce référentiel d'évaluation dans les établissements, avec aussi l'intérêt d'articuler, de mieux articuler avec cette évolution aussi de l'évaluation, de mieux articuler aussi les démarches qui font qualité. Vous avez parlé pour les uns du projet associatif stratégique ou des projets d'établissement. L'idée, c'est qu'effectivement, tout ça conduise à des plans d'action qui soient bien communs, bien articulés, ce qui est aujourd'hui, y compris avec le CEPOM d'ailleurs, ce qui aujourd'hui peut des fois être difficile pour des questions de temporalité ou d'autres raisons.
Voilà ce sur quoi le CREA souhaitait zoomer. Alors, pour l'OPCO-Santé, en fait, on voulait vous faire un zoom sur un rapport qui a été fait sur les prospectives des métiers de la santé à l'horizon 2040, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on connaît de nombreuses évolutions, nombreuses transformations, et que nos métiers, enfin les métiers des professionnels de terrain, changent également. Et dans les contextes de transformation, il est important d'identifier ces transformations pour décrire les métiers qui vont être nécessaires à l'accompagnement de ces transformations. Et puis, on a mis une autre ressource sur l'évolution vers des cadres d'intervention plus ouverts et plus inclusifs, parce qu'on connaît également des évolutions des missions, que ce soit dans l'accompagnement des personnes, dans la sécurisation des parcours, dans les missions d'interagir avec l'environnement de la personne. Et dans ce rapport, vous trouverez plusieurs exemples qui indiquent la participation des professionnels par rapport à de nouvelles organisations et de nouvelles manières de travailler. Et ces organisations sont impactées par des nouvelles pratiques professionnelles. Donc, en fait, ça peut être aussi donner du sens. Et puis, comment faire pour embarquer les équipes dans toutes ces modifications qui peuvent intervenir dans vos établissements. Donc, ça, c'était les ressources qu'on voulait partager pour l'OPCO-Santé. Il y en avait aussi quelques-unes du côté de la RACT. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots, Elisabeth, peut-être, ou Bénédicte. Pardon, oui, excusez-moi. Je pense qu'on va manquer de temps peut-être pour présenter les 3 slides, mais je veux bien, Marion, que tu passes juste sur le slide des ressources. Voilà, on les laissera si besoin. Les 3, on les laissera dans le support, mais juste vous dire, pour d'autres témoignages, peut-être différents de ceux dont on a pu bénéficier à l'instant, qui étaient vraiment très, très riches. J'anticipe les remerciements à nos témoins, mais vraiment, j'ai été très intéressée par le retour de votre expérience. Juste, je me permets de souligner en tout cas l'intérêt du livret retour d'expérience plus vidéo témoignage de Luna qui a été fait par l'ARACT Bretagne et ses partenaires sur l'accompagnement effectivement de services à domicile dans l'intégration d'un outil numérique. Donc une démarche effectivement de co-construction et de participation des professionnels dans l'intégration d'un outil numérique. Et puis, vous le verrez, alors pour les 2 ressources du milieu, kit évaluation embarquée, guide réseau ANACT-ARACT, là, c'est des ressources nationales, mais qui donnent de notre tête de réseau et du réseau ANACT-ARACT, qui donnent des repères intéressants sur ces sujets. Et enfin, à droite, également une vidéo témoignage de l'ESAT et de l'entreprise adaptée du Bois Jumelles, qui a été accompagnée par une de nos collègues sur la conception d'un projet de modernisation d'un atelier de production, puisque cette ESAT a une activité de charcuterie industrielle, avec une participation effectivement vraiment intéressante des professionnels de cet atelier pour concevoir le nouvel atelier de production. Et on voit au cours de ce témoignage vraiment des éléments même de méthode qui ont pu être utilisés en termes de simulation des nouveaux espaces de production et de travail. Voilà, donc allez, vous pourrez cliquer sur ces liens ou aller voir ces ressources directement sur notre site. Parfait. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti. Donc, juste remercier effectivement vivement tous nos témoins. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de ce travail. Là, on sait que c'est du temps précieux aussi, mais qui permet aussi de valoriser et on espère aussi que ça pourra servir à d'autres. On n'en doute pas. En tout cas, il y a quelques retours déjà qui remercient pour vos témoignages. On a glissé ici des prochains rendez-vous aussi de chacun des partenaires et je citerai évidemment la semaine de la qualité de vie au travail. On a reglissé là le programme, un projet aussi de formation autour du management de la RACT Bretagne. De côté CREAI, juste vous inviter, puisqu'on a parlé de l'évaluation, à un webinaire lui aussi organisé le 4 juillet. Il y en avait un déjà aujourd'hui, juste avant le nôtre là, mais voilà, autour de
le nouveau cadre d'évaluation de la qualité proposé par l'ARS Bretagne en lien avec tous les partenaires qui pourront être en support, en soutien, vous accompagner dans vos démarches aussi d'évaluation. Et pour l'OPCO, je te laisse la parole. Voilà. Et pour l'OPCO, le prochain événement, c'est notre matinée de l'alternance le 30 juin. Donc, on vous a mis le lien pour vous inscrire. Venez nombreux. C'est l'occasion de se revoir puisqu'on a échangé beaucoup par visio avec certains d'entre vous. C'est l'occasion de se revoir, de parler de l'alternance. On aura des tables rondes, on a un cocktail déjeunatoire pour continuer les échanges, bien évidemment. Donc, n'hésitez surtout pas soit à nous contacter si vous n'arrivez pas à vous inscrire, on le fera pour vous, soit à utiliser le lien qu'on vous a mis dans le support et on vous attend nombreux sur cette matinée. Et sinon, vous avez des liens sur nos prochains événements à l'OPCO et puis la newsletter si vous souhaitez vous inscrire. J'en termine avec cette slide avant de vous laisser peut-être la parole, messieurs les témoins, pour savoir, rebondir peut-être, en tout cas un petit mot de conclusion. On était sur le dernier webinaire de ce cycle, on souhaite poursuivre cette collaboration. Alors, on essaiera de construire aussi de prochains événements ensemble. Ce pourquoi vos remarques, vos remontées aussi, dans le cadre de la petite enquête qui va vous être proposée à la fin du webinaire, lorsque vous allez vous déconnecter, nous est très, très utile justement pour situer un peu vos besoins et vous proposer des éléments qui vous soient utiles. Est-ce que je peux vous demander, messieurs, sur une dernière minute, quelques mots de conclusion, si vous le souhaitez? Peut-être je commence par vous, l'APF. Oui, en fait, je tenais à vous remercier du coup pour ce webinaire et pour toutes les personnes du coup qui ont assisté à ce webinaire aussi. Et alors pour nous, c'est vrai que ça permet aussi de visibiliser nos projets. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de partager notre démarche et d'avoir pu répondre du coup à des questions, à des interrogations. Je ne sais pas si Gaël voulait rajouter quelque chose? Si, tout le monde. Je pense que c'était intéressant d'avoir deux niveaux de lecture, de la DPI au niveau associatif, donc au sens un peu plus large, et puis à notre échelle d'un établissement médico-social. Donc, je pense que oui, des choses intéressantes aussi à découvrir à la DPI. Donc, c'est bien toujours d'échanger, de partager. Voilà. Merci et merci au CREAI, à l'OPCO et puis l'ARACT pour cette organisation et cette semaine sur la qualité de vie au travail. Merci. Messieurs Seguin et Brando, ouais. Oui, c'était également intéressant. Je trouve que, comme ça vient d'être dit, on était assez complémentaires. J'ai beaucoup apprécié l'idée de faire participer les personnes à des visites, vraiment, de les mettre en amont du projet. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devra réfléchir. Et puis, en guise de conclusion, je pense aussi qu'il faut que notre secteur améliore sa maturité d'un point de vue démarche qualité, où on a été beaucoup dans une logique de process qualité très normée et qu'on doit s'améliorer dans le sens qu'on met à cette démarche pour qu'elle soit véritablement comprise. Et c'est avant tout ce qu'on a essayé de faire par l'élaboration de ce projet stratégique. Pour information, on espère, je ne sais pas du tout comment ça va se faire, mais on espère que nos projets d'établissement ne feront pas 55 pages avec 4 annexes, mais 10 pages et permettront à chaque salarié qui arrive dans l'établissement de savoir un petit peu où il va en le lisant en l'espace de 20 minutes. Donc, c'est un peu un enjeu qu'on y met. En termes de forme, c'est peut-être une anecdote, mais voilà. Et donc aussi, ramener un petit peu d'humilité dans tout ça, on s'améliore en progressant, en expérimentant, on s'est pris les pieds dans le tapis sur certaines étapes, mais là, voilà, on reste humble dans la mise en œuvre et on verra si ça commence à se mettre en route dans un an ou deux, et c'est là le principal enjeu. Bien, écoutez, merci. Oui, pardon. Allez-y, monsieur Seguin. Mais non, allez-y. Eh bien, merci. Pour ceux et celles qui désireraient avoir plus de compléments, je reste à disposition si besoin. Voilà, merci. D'accord, merci à vous. Merci pour ces précieux témoignages. C'est toujours enrichissant d'avoir des retours d'expérience et puis pour vous aussi de pouvoir après
voir les pratiques que vous pourriez échanger. Merci aux spectateurs d'avoir participé à ce webinaire et puis d'avoir été nombreux à nous remercier également. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un très bel été et puis on espère vous retrouver avec de nouveaux sujets en fonction des besoins que vous avez. Donc surtout, n'hésitez pas à répondre à l'enquête que vous allez avoir juste à la fin du webinaire, donc dans 2 minutes. Même pas 2 secondes. Voilà, c'est ça. On vous remercie beaucoup et désolé pour le débordement dans le temps. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.